gouvernance scolaire. Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, dans le dossier des maternelles 4 ans, on assiste à l'entêtement d'un gouvernement qui n'écoute pas la population et qui fonce tête baissée. Ce n'est pas compliqué, c'est encore plus brouillon que jamais. À l'origine, les Lab-écoles, Monsieur le Président, c'était un projet bien géré qui devait définir l'école du futur. Avec l'implantation forcée des maternelles 4 ans par la CAQ dans le projet, ce sont maintenant les services aux élèves qui écopent. Au même moment où on apprend l'explosion du coût des maternelles 4 ans du premier ministre, des élèves n'ont même pas accès à des micro-ondes parce qu'ils refusent de payer 900 $ par année. Sans parler des écoles qui sont toujours prises avec des remplaçants qui remplacent des remplaçants. Et ça, c'est quand les élèves ont une classe et une école, parce que oui, il y a encore des histoires de ce genre en novembre. Monsieur le Président, ce matin, on apprend qu'une maternelle 4 ans dans un lab-école, ça ne coûte pas 100 000 $, pas 800 000 $, mais 1,3 million de $. Le président de la commission scolaire Val-des-Serres affirme avoir été étonné. On est loin de ce qui avait été annoncé, dit-il, en campagne électorale. Le premier ministre l'a constaté dans le sondage d'hier. La majorité des Québécois sont contre la promesse irréaliste sur laquelle il a mis son siège en jeu. Est-ce que le premier ministre peut mettre un terme à cette folie bureaucratique et concentrer tous ses efforts sur les services à nos enfants? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le projet de Lab-école a été lancé par Sébastien Proulx lorsqu'il était ministre de l'Éducation libérale. Malheureusement, quand on regarde le mandat qui a été donné au Lab-école et les estimés de coûts pour les écoles, il y avait une erreur importante. Donc, les coûts ont été sous-estimés, presque du simple au double. Monsieur le Président, il faut distinguer deux choses quand on parle de nos écoles. Il faut distinguer le béton, donc le PQI, les investissements, les infrastructures, et, d'un autre côté, les services aux enfants. Alors, Monsieur le Président, depuis qu'on est au gouvernement, on a augmenté les deux budgets. On a augmenté les budgets pour, entre autres, rénover les écoles puis ajouter des places qui auraient dû être ajoutées depuis plusieurs années. On a aussi augmenté les services, orthophonistes, orthopédagogues et autres. Donc, Monsieur le Président, je pense que c'est jamais un mauvais investissement que de mettre des budgets additionnels pour nos enfants. C'est là qu'est l'avenir, Monsieur le Président. Ça aurait dû être fait par le Parti libéral. Ça va être fait par le nouveau gouvernement. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, pour le premier ministre, c'est toujours la faute des autres. Il préfère attaquer tout le monde au lieu de faire face à la musique. Et encore une fois, c'est lui qui a changé les règles du jeu. C'est pour ça que ça coûte si cher. C'est son choix d'ajouter des maternelles 4 ans à 1,3 million de $. C'est à cause d'eux que la facture explose. Quand le premier ministre va-t-il concentrer tous ses efforts sur les services à nos enfants? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, d'abord, quand on parle des coûts d'une classe, il faut aussi parler des coûts des espaces communs qui viennent avec les classes qu'on ajoute. Il y a des espaces pour la cafétéria, des espaces pour le gymnase, des espaces pour les corridors, pour les casiers. Donc, ce n'est pas tout simplement de faire 4 murs, Monsieur le Président. Et, bon, je comprends que le Parti libéral est contre la maternelle 4 ans, comme le Parti québécois. Il aurait préféré qu'on bâtisse encore plus de garderies, ce qu'on est en train de faire. Nous, on offre le choix entre les deux. Mais, Monsieur le Président, que ce soit des murs pour une garderie ou des murs pour une classe, là, Monsieur le chef de l'opposition officielle, votre deuxième complémentaire. Monsieur le Président, je vais vous donner des chiffres, là. Gatineau, 4 classes de maternelle 4 ans, hausse de 3,7 millions de $. Shefford, 2 classes, 2,6 millions de $ de hausse. Masquinongé, une classe, 1 million de $ de hausse. C'est 13 fois l'estimé du comptable en chef de la CAQ. Monsieur le Président, le premier ministre doit prioriser l'avenir de nos enfants. C'est quoi les limites ou la limite pour les coûts d'une maternelle 4 ans? Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, revenons à la base, là. Malheureusement, au Québec, on a un taux de diplomation qui est moins élevé que celui des autres provinces. La solution pour augmenter nos taux de diplomation, c'est agir tôt. Il faut dépister les problèmes très tôt, offrir des services d'orthophonistes, d'orthopédagogues très tôt, entre autres à l'âge de 4 ans. C'est ce qu'on va offrir dans les maternelles 4 ans. C'est comme ça qu'on va permettre à plus d'enfants d'aller au bout de leur potentiel. C'est ma plus grande fierté, Monsieur le Président. Monsieur le chef de l'opposition, troisième parlementaire. Monsieur le Président, pendant ce temps-là, il y a des enfants qui n'ont pas de classe, d'autres n'ont pas de professeurs. Les parents paient des sommes astronomiques pour que leur enfant mange chaud sur l'heure du dîner. Et au même moment, le premier ministre flambe des millions durement gagnés par les Québécois sur une promesse irréaliste. Quand est-ce que vous allez comprendre que les gens n'en veulent pas de vos maternelles 4 ans, mur à mur? Je demande toujours de vous adresser à la présidence, s'il vous plaît. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, déjà, il y a 30 des parents qui souhaiteraient envoyer leur enfant à la maternelle 4 ans. Or, on a juste des places pour 10 des enfants de 4 ans. Donc, ce n'est pas exact de dire qu'il n'y a pas de parents qui souhaitent la maternelle 4 ans. Monsieur le Président, moi, je suis convaincu que des enfants qui ont des difficultés, c'est une bonne chose d'aller à la maternelle 4 ans, d'avoir des orthophonistes, des orthopédagogues, qui aient un suivi ensuite lorsqu'ils vont à la maternelle 5 ans, lorsqu'ils vont en première année. C'est comme ça qu'on va permettre à nos enfants d'aller au bout de leur potentiel. Je ne comprends pas les libéraux d'être contre l'éducation. Question principale, Madame la députée de Saint-Laurent. On est contre le dérapage financier de la CAQ. Il faut le faire là, quand même, là. En campagne électorale, une classe de maternelle 4 ans, c'est autour de 120 000. Maintenant, c'est 1,3 million de dollars. C'est trompé d'environ 13 fois. Explosion de coûts. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'ils mettent tout l'argent dans du béton, on n'a pas plus d'orthopédagogues, on n'a pas plus d'orthophonistes. Quelles sont les véritables priorités des parents et des élèves? Ce sont pour les services éducatifs. Pas pour des maternelles 4 ans qu'on nous enforce partout au Québec. C'est rendu que les labs écoles, il y a des délais. Monsieur le Président, regardez, c'est pas des farces, c'est sur le site web du gouvernement. Lab école, concours d'architecture, suspendu pour faire place aux maternelles 4 ans. On a demandé au ministre de l'Éducation avec combien de parents au Québec qui sont pleins de ne pas avoir de maternelle 4 ans. Attention, un gros 16 parents. Pendant ce temps-là, il y a 42 000 parents qui attendent des places en CPE. Ça coûte 1,3 million par classe. 1,3 million, on est capable d'avoir une CPE pour 80 élèves au complet. Monsieur le ministre de l'Éducation, la parole vous appartient. Monsieur le Président, quand j'ai vu le reportage dans le journal ce matin sur le Lab École, je me suis dit, mauvaise journée pour nos amis, les libéraux. C'est l'annexe du rapport de la vérificatrice générale de la semaine dernière. On dirait que c'est la suite du rapport de la VGQ, parce que le rapport de la VGQ blâmait sévèrement le précédent gouvernement pour leur mauvaise estimation, pour leur incapacité à répondre aux besoins des élèves, à construire des écoles. Le Lab École, quand ça a été vendu, là, c'est terrible. On a essayé de faire croire aux parents, aux Québécois, qu'on pouvait leur vendre une maison pour le prix d'un cabanon. Ils ont dit aux Québécois, on va bâtir un projet sur la rue Stadacona, 14 classes, innovantes, grande pédagogie, concours d'architecture, 14 classes, là, et leur estimation, c'était 7,5 millions. Il n'y a personne qui a cru qu'on pouvait bâtir une école de 14 classes en 2017, 2018, 2019 pour 7,5 millions. Eux-mêmes, en 2017, annonçaient une école de 14 classes à Mont-Saint-Hilaire pour 14 millions. Alors, comment ils pouvaient dire que Lab École, ça allait coûter 7,5 millions, mais qu'ailleurs, c'était 14 millions? Ils ont sous-estimé les coûts de manière totalement incompétente. S'il vous plaît, soyons prudents dans les propos également. Madame la députée de Saint-Laurent. Parlons d'incompétence. Le tableau parle de lui-même. 100 000 à 1 million, 2 millions de dollars. Est-ce qu'ici, il y a un concours d'incompétence? Parce qu'il y a la Palme d'Or, là, en ce moment, là. Lisons un peu. La plupart des écoles ouvriront avec 1 an de retard à cause des maternelles 4 ans. Ça ne s'invente pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi un tel dérapage? Est-ce qu'ils sont prêts à faire au moins là, amende honorable puis d'avouer que c'est à cause des maternelles 4 ans? Monsieur le ministre de l'Éducation, il y a des mots qui ont été dits de part et d'autre. J'aimerais qu'on ne revienne pas sur le mot qui a été prononcé. Merci, monsieur le... Oui, deux. Pardon, je n'ai pas compris. Monsieur le ministre, votre réponse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le Président,
c'est bien normal que... Est-ce que vous vous levez? Oui, non. C'est bien normal quand on planifie des constructions d'écoles, qu'on inclut des classes pour le préscolaire. C'est de la cohérence gouvernementale quand on est en train d'implanter une politique de préscolaire qui va permettre à tout le monde d'aller au bout de ses rêves. Mais quand on planifie des écoles, bien évidemment qu'on planifie des classes pour le préscolaire, 4 ans et 5 ans. Si on ne le faisait pas, ça serait un problème. Mais on voit en avant, on est cohérent, on construit des écoles et on planifie on construit des écoles et on planifie d'accueillir les enfants qui vont le fréquenter. C'est juste normal. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Saint-Laurent. C'est aussi juste normal de répondre à la commission scolaire Marie-Victorin qui a écrit en février « Explosion de coûts à prévoir d'au moins 30 ». C'est juste normal de répondre à la commission scolaire de Laval qui aussi, au mois de février, qui disait « Explosion de coûts 30-40 ». Réponse du ministre, silence radio, mais le premier ministre qui dit « ça coûtera ce que ça coûtera ». Il envoie un signal très clair aux gens de la construction. Beurré épais, c'est pas grave, il y en a plein d'argent. Pendant ce temps-là, il n'y a pas de service éducatif. Et là, maintenant, il veut abolir les contre-pouvoirs. Le PN40, là, c'est l'autre maternelle de 4 ans du ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous demande d'être attentif, s'il vous plaît, aux propos et à la réponse du ministre de l'Éducation. S'il vous plaît. Monsieur le Président, le rapport de la vérificatrice générale de la semaine dernière là, blâmait sévèrement le gouvernement libéral parce qu'il était incapable de bâtir des écoles, de contrôler les coûts, de prévoir la construction. Et quand les écoles étaient inaugurées, finalement, elles étaient pleines et elles débordaient. Demandez aux parents, là, très, très souvent, une école neuve est bâtie, les gens s'achètent une maison tout près de l'école, ils essaient d'inscrire leurs enfants, il n'y a pas de place. Ils mettaient les enfants dans les autobus pour aller dans le quartier d'à côté. Mauvaise planification. On n'a aucune leçon à recevoir de la part des gens qui estimaient qu'on allait construire une 14 classes pour 7,5 millions. On a bien contrôlé les coûts. On va livrer de belles écoles à la grandeur du Québec parce qu'on a de l'ambition pour nos jeunes. Question principale. Monsieur le député de Pontiac, nous sommes attentifs à votre question. Monsieur le Président, la négociation avec les pharmaciens, ce n'est pas une négociation comme les autres. Sans entente, il n'y a pas de service additionnel aux patients. Pas de vaccin de la grippe par le pharmacien, pas de renouvellement de prescription par le pharmacien. Tout le monde devra voir son médecin et les urgences vont rester tout aussi bondées. Mais mardi, Monsieur le Président, avec une seule phrase en commission parlementaire, la ministre a bousillé la négociation au complet parce qu'elle s'entête à maintenir les frais que les patients paient quand ils voient leur pharmacien. Bien, les pharmaciens ont quitté la table de négo, Monsieur le Président. Ils n'ont pas juste quitté. Quand ils ont claqué la porte, Monsieur le Président, ils l'ont claqué tellement fort que tous les cadres sont tombés des murs. Je les cite. La ministre démontre son incompréhension du dossier et son absence de volonté à faire avancer la négociation. Elle tente de faire porter l'odieux de sa taxe patient aux pharmaciens. Nos membres ont été déçus et insultés des propos de la ministre. Nos membres, Monsieur le Président, c'est les pharmaciens dans votre comté, dans nos comtés à tous. C'est d'eux qu'on a besoin pour donner des services additionnels aux Québécois. La ministre peut-tu se ressaisir, abolir les frais, reprendre les négos et penser aux patients? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, nous sommes attentifs aussi à la réponse. Monsieur le Président, hier, on a franchi un pas important pour le Québec, Monsieur le Président. L'étude détaillée du projet de loi 31, ça s'est terminé hier et j'en suis très fière parce que le projet de loi pourrait être adopté dans les prochains jours, Monsieur le Président. Et ce projet de loi-là, c'est vraiment pour que les pharmaciens puissent faire davantage d'actes pour désengorger le réseau. Ils vont pouvoir vacciner, Monsieur le Président, et ils vont pouvoir aussi faire d'autres actes professionnels qui vont vraiment aider à désengorger les urgences. Mais j'ai fait plus que ça, parce que j'ai fait adopter un amendement, Monsieur le Président, qui va permettre au gouvernement de prévoir justement la gratuité pour les citoyens du Québec. Cette fameuse coassurance et franchise que les citoyens doivent payer encore, Monsieur le Président, bien moi, là, j'ai fait adopter un amendement et les oppositions étaient en faveur de cet amendement-là pour que, justement, on prévoie la gratuité de ces services, mais il y a des discussions actuellement avec les pharmaciens. Première complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, on dirait que la ministre maîtrise l'art de se compliquer la vie. Le problème, c'est qu'en même temps, elle va compliquer la vie des milliers de patients. La ministre le dit elle-même, son projet de loi devait donner plus de services aux patients.
Mais hier, la ministre a fait en sorte que les pharmaciens ont quitté les négociations. Sans négociation, il n'y aura pas d'amélioration de service. Sans négociation, son projet de loi vaut rien. Sans négociation, son projet de loi, c'est comme un beau char neuf qui va rester parqué dans le garage. Tout ça parce qu'elle refuse de rembourser 1,7 million aux patients du Québec. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, alors, Monsieur le Président, là, moi, je ne vais pas entrer dans le sujet de la négociation. On ne fait pas ça, là, à la période de questions. Sur la place publique, Monsieur le Président, moi, j'invite les pharmaciens à venir se rasseoir à la table, là. On est capable de trouver une voie de passage. Monsieur le Président, on vient d'ailleurs de conclure une entente avec la Fédération des médecins spécialistes pour la couverture des services en obstétrique et en chirurgie générale, ce qui aurait dû être fait en septembre 2018, puis qui n'a pas été fait par le Parti libéral. Nous, on réalise nos engagements. C'est fait, Monsieur le Président, et on va faire la même chose avec les pharmaciens, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, évidemment, là, faisons attention au bruit ambiant, qu'on écoute bien questions et réponses. La parole vous appartient, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, l'enjeu, c'est l'accès. La rémunération totale des pharmaciens, c'est 1,2 milliard de dollars. Et aujourd'hui, on se signe pour 1,7 million de dollars, Monsieur le Président. Il y a un bris de confiance parce que la ministre a commis l'irréparable à la table de négo. Est-ce que le président du Conseil du Trésor va venir à la rescousse de la ministre pour prendre en charge la négociation, parce que de toute façon, elle va se terminer dans son bureau? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux, s'il vous plaît, la réponse de la ministre. Est-ce que je dois rappeler, Monsieur le Président, que c'est l'ancien ministre de la Santé, député de Lapinière, qui a été tassé des négociations avec les fédérations médicales, Monsieur le Président, par ses collègues. Alors, il n'y a pas de leçon à recevoir, Monsieur le Président. Et nous, Monsieur le Président, savez-vous qu'est-ce qu'on fait au gouvernement? On travaille en équipe, Monsieur le Président. Alors moi, là, je vais vous dire, Monsieur le Président, je ne vais pas négocier sur la place publique et on va régler le dossier avec les pharmaciens. On a le même objectif. C'est vraiment augmenter l'offre de services, faire en sorte que les citoyens, il y a des services additionnels. Ce qu'ils n'ont pas fait au niveau du gouvernement libéral, nous allons le faire avec notre gouvernement. Question principale. Oui, Monsieur le leader d'opposition. Monsieur le Président, pour le bénéfice de la ministre de la Santé, j'aimerais déposer sa lettre du 4 décembre 2014 où elle vantait les réformes du collègue. S'il vous plaît, consentement pour le dépôt. Il y a consentement. Il n'y a pas de consentement. Je vous remercie. Prochaine question. Je vous demande votre attention, évidemment. Madame la députée de Joliette, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Dans le projet de loi 51 que le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale vient de déposer sur le régime d'assurance parentale, il y a des mesures pour les pères, il y a des mesures pour les parents de 2 enfants, de jumeaux, mais un oubli énorme, un oubli majeur pour les familles adoptives, pour les enfants adoptés du Québec. Le maintien d'une injustice absolument intolérable, une discrimination entre les familles adoptives et les familles biologiques, parce que l'inéquité de traitement est maintenue, encore plus de 3 mois de différence dont on prive les enfants adoptés alors qu'ils arrivent dans leur famille avec un bagage extrêmement lourd de traumatisme, d'abandon, de défis d'attachement, de défis de santé. Alors, en campagne électorale, pourtant, la CAQ avait écrit noir sur blanc qu'elle s'engageait à l'équité de traitement. Comment le ministre peut justifier l'injustifiable? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Évidemment, le projet de loi vient d'être déposé. J'estime beaucoup ma collègue de Joliette. Je l'invite à analyser avec rigueur le contenu du projet de loi. On a fait des avancées significatives pour les parents adoptants. Il y a 5 semaines exclusives pour chacun des 2 parents adoptants. Et quand elles sont contraintes d'aller à l'international pour faire une adoption, il y a 5 semaines additionnelles exclusives. Donc, il y a un traitement qui est considéré comme étant totalement équitable. Il y a une réduction extrêmement importante de l'écart entre les parents adoptants et les parents biologiques. Et je suis convaincu que ma collègue de Joliette, quand elle aura complété l'analyse du projet de loi,
elle sera totalement satisfaite. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, la parole n'appartient qu'à la députée de Joliette. Non, je ne serai pas totalement satisfaite parce que je viens de le lire. Effectivement, il y a une bonification de 5 semaines. L'écart, il était de 18 semaines. Faites le calcul, ça fait 13 semaines. Pourquoi toutes ces arguties? Pourquoi différencier entre les enfants adoptés qui ont des besoins énormes, des experts? Je vais vous déposer le régime québécois d'assurance parentale, un système discriminatoire pour les enfants adoptés, écrit par 3 professeurs de droit. Je le dépose, Monsieur le Président. Pourquoi maintenir cette injustice quand les besoins de ces enfants-là sont énormes et qu'on veut valoriser l'adoption? Consentement pour le dépôt du document. Consentement, Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Monsieur le Président, j'invite de nouveau ma collègue de Joliette à bien lire le projet de loi. Il n'y avait pour les parents adoptants que des prestations partageables. Maintenant, il y a des prestations exclusives. 5 semaines pour un parent, 5 semaines pour l'autre parent. Et quand il y a un séjour à l'international, l'ajout de ces prestations additionnelles-là fait en sorte que l'écart pour le régime de base entre les parents adoptants et les parents biologiques n'est que de 3 semaines, alors que sous le régime particulier, l'écart n'est que de 2 semaines. Donc, moi, j'ai rencontré les parents adoptants, les associations qui s'intéressent à l'importance de l'attachement de l'enfant. Ils seront, à mon avis, emballés. Merci. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Joliette. Je vais vous lire la lettre, Monsieur le Président. Oui, un gouvernement de la CAQ augmentera le nombre de semaines de prestations pour les parents adoptants afin que ces derniers bénéficient des mêmes avantages que les parents biologiques, c'est-à-dire 55 semaines au lieu de 37. Quand il dit qu'il ajoute 5 semaines par parent, il y en a déjà 5 pour un. À date, c'est 32 plus 5. Là, il nous dit que ça va être 32 plus 5 plus 5. Ça fait juste 5. Puis à l'extérieur, pourquoi discriminer maintenant, en plus, une deuxième couche entre les parents qui vont à l'extérieur et les parents qui adoptent au Québec, alors qu'on veut valoriser l'adoption? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président, parce que le séjour à l'international, il est requis dans plusieurs cas d'adoption. Et ça, c'est une avancée considérable, même quand on se compare à d'autres juridictions. C'est quelque chose qui va être considérable pour les parents adoptants. Il faut aussi se rappeler, outre l'importance de l'attachement de l'enfant, à quel point la maternité, elle est importante pour composer avec les impacts physiologiques d'une grossesse et d'un accouchement. Nous considérons, avec ce projet de loi, qu'il y a un traitement qui est équitable entre les parents adoptants et les parents biologiques, et ça ne se mesure pas que par un simple calcul mathématique. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député d'Hochelaga, Maisonneuve. L'hiver est arrivé, Monsieur le Président, et pour certains, c'est le début de la saison de ski ou le moment de sortir les patins. Mais pour des milliers de personnes, c'est le calvaire qui commence. Des gens qui couchent dehors, qui ont faim, qui ont froid, il y en a de plus en plus au Québec. Dans une société aussi prospère que la nôtre, ça devrait tous nous faire honte. En 2018-2019, l'année de tous les surplus budgétaires, l'itinérance visible a augmenté de 12 % à Montréal. Et l'itinérance visible, c'est l'arbre qui cache la forêt. On a appris récemment une autre statistique troublante. 1 jeune sur 5 qui sort de la DPJ connaît un épisode d'itinérance. C'est énorme. Il ne se construit pratiquement plus de maisons de chambre, alors que c'est souvent le dernier rempart avant de se retrouver à la rue. Je ne parle même pas de logements sociaux. C'est presque un terme non parlementaire, tellement on n'en fait plus. Les montants à l'aide sociale sont largement insuffisants et même des gens qui travaillent ont recours à des banques alimentaires. Oui, on doit travailler à sortir les gens de la rue, mais quel est le plan du gouvernement pour travailler en amont, pour prévenir à la source l'itinérance au Québec? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, Monsieur le Président, le phénomène de l'itinérance, c'est un phénomène, malheureusement, qui est très présent, là, notamment dans les grands centres, mais pas seulement dans les grands centres. Alors, il y a tout un plan, effectivement, qui est fait, non seulement au ministère de la Santé et des Services sociaux, mais par des villes comme Montréal, comme Québec aussi. Et il y a des refuges. Et c'est très important, et notamment au niveau de l'hiver, comme le dit mon collègue, qui est une période plus difficile. Alors, on voit une augmentation du nombre de places dans les refuges, notamment à Montréal. Et effectivement, on parle aussi de l'itinérance cachée et des mesures de prévention. Et il y a tout un plan qu'on a au Québec, Monsieur le Président, en lien avec le fédéral, dans un programme qui s'appelle « Vers un chez-soi ».
et qui vise à prévenir justement l'itinérance et aussi à donner plus d'accès à des services pour le logement social, mais également pour des services en éducation, en aide au niveau de tout ce qui fait partie de la vie. Alors, il y a vraiment Première complémentaire, Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Monsieur le Président. Ce que vous voyez là, c'est l'évolution du nombre de refus d'hébergement par manque de place dans les refuges à Québec seulement depuis 2012. Les ressources actuelles du CIUS, de la Ville, du milieu communautaire ne suffisent plus. Le maire évalue qu'il lui faut 1 million pour faire face à l'urgence cet hiver seulement. Selon les estimations préliminaires du milieu communautaire, il manque 2 millions en tout. Le gouvernement va-t-il verser les 2 millions dont Québec a besoin pour déployer un plan d'urgence? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Oui, bien, Monsieur le Président, effectivement, il y a une problématique à Québec. Et moi, je pense aussi qu'il y a une problématique liée à une problématique de santé mentale. Et j'ai rencontré récemment un policier, M. Campana, qui avait un cri du cœur. Et il y a vraiment à travailler ce dossier-là avec la sécurité publique, ma collègue, là, ministre de la Sécurité publique, et tout le volet de la santé mentale. Et je sais qu'il y a des besoins à Québec. Et d'ailleurs, moi, je salue le maire Labombe là-dessus, qui, évidemment, reconnaît ces problématiques et je veux travailler avec lui pour résoudre ces problématiques à Québec, dont on a bien conscience. Alors, on a déjà investi au niveau des organismes communautaires, puis on va continuer de travailler. Deuxième complémentaire, Monsieur le député Jean Lesage. Merci beaucoup. Un intervenant de l'Aude-Rivière m'a dit que lorsqu'il a commencé, il devait refuser une personne de temps en temps par manque de place. Ça lui déchirait le cœur. Ces temps-ci, il doit en refuser une quinzaine par jour. Le drame est devenu la routine. Cette année, on aura 4 milliards de surplus. Je demande à la ministre un 2 millième de cette somme pour l'itinérance à Québec. Peut-elle nous dire clairement qu'elle va le faire? Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Bien, Monsieur le Président, on a déjà investi là, cette année 2,8 millions pour les organismes communautaires à Québec. Déjà, là, on est conscient qu'il faut aider, d'ailleurs, l'ensemble du Québec. Et moi, je suis prête là, à vraiment travailler ce dossier-là parce qu'effectivement, il y a à travailler avec les partenaires pour résoudre cette problématique à Québec au niveau de l'itinérance et de la santé mentale. Comme je l'ai dit, j'ai déjà rencontré des acteurs dans ce dossier, puis on va continuer nos travaux, Monsieur le Président. Il y a une augmentation de refuges aussi à Québec pour la période hivernale qui va débuter dans les prochains jours, Monsieur le Président. Alors, on va continuer nos travaux parce qu'il y a des problématiques à Québec qu'il faut résoudre particulièrement. Question principale, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci, Monsieur le Président. Vous vous souvenez de Junior? J'ai parlé de lui ici dans cette Chambre le 24 septembre dernier. Junior a 35 ans. C'est un autiste non-verbal sévère. Il fréquente un atelier de travail depuis quelques années et il adore ça. Mais en septembre, il a appris qu'il ne pourra plus y aller parce qu'il a déménagé. Junior ne demande pas un nouveau service, il demande simplement de continuer de fréquenter un service qu'il utilise depuis des années. À part de son adresse, rien n'a changé à sa vie. Mais pour des raisons administratives, Junior ne pourra plus aller à son atelier de travail. C'est inconcevable. J'ai alors demandé au ministre délégué d'agir rapidement pour régler la situation et il me dit « On s'occupe de cette situation le plus rapidement possible, vous pouvez en être sûr. » Mais ça fait 2 mois et rien n'a changé. Est-ce que le ministre peut aider Junior? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux. Monsieur le Président, je remercie la députée de Westmount-Saint-Louis de nous rappeler cette histoire qui est triste. On est actuellement en train de travailler sur un plan de déploiement d'activités socio-professionnelles pour les personnes atteintes de troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, déficience physique. Comme je l'avais mentionné la dernière fois, nous, on veut vraiment déployer un tableau national qui va être disponible pour tout le monde, dans toutes les régions, de façon équitable. Pour cet individu en particulier, il me fera plaisir de faire une action spécifique pour lui, mais vraiment, notre but, c'est d'aider tous les jeunes adultes dans toutes les différentes régions du Québec et non pas seulement dans une région spécifique. Aussi, comme je l'ai mentionné, on travaille sur d'autres dossiers importants pour ces jeunes adultes handicapés au niveau scolaire, au niveau hébergement et au niveau des gestions des troubles du comportement. Donc, oui, on regarde la situation, on la regarde vraiment de façon nationale à travers la province
pour s'assurer que tout le monde reçoive des soins appropriés. Merci, M. le Président. Première complémentaire, Mme la députée de Westmount-Saint-Louis. Je remercie le ministre pour la réponse. Par contre, il faut agir avant demain pour que Junior ait sa place à son atelier de travail. Il n'y a rien, je répète, il n'y a rien qui a changé dans sa vie à part de son adresse. Alors, je remercie le ministre d'avoir mis des précisions et de dire qu'il est prêt à agir dans un cas particulier, mais j'aimerais savoir, oui ou non, s'il va agir avant demain pour aider Junior et sa famille. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Bien, écoutez, on va voir ce qu'on peut faire pour Junior. Il faudrait que j'ai tous les détails, il faudrait qu'on le rencontre, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec lui. Mais, encore une fois, aider un individu, c'est quelque chose, mais nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aider tout le monde, améliorer la situation pour toute la population. Il y a des milliers de personnes qui sont en attente de services. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un portrait global à travers la province et ouvrir des positions des postes pour tout le monde. Et c'est ce qu'on est en train de regarder pour l'année prochaine. Donc, vraiment, on a un plan global qu'on est en train de mettre sur place, tant au niveau éducatif que socio-professionnel qu'au niveau de l'hébergement. Merci, M. le Président. Deuxième complémentaire, Mme la députée de Westmount-Saint-Louis. Moi aussi, je veux aider tout le monde. En septembre, j'ai demandé un mandat d'initiative sur les services offerts aux enfants autistes, notamment lorsqu'ils atteignent la majorité. Le gouvernement a dit non. La semaine dernière, j'ai déposé une motion sur le même sujet. Le gouvernement a dit non une deuxième fois. Mardi, mon chef a tendu la main au premier ministre. Le gouvernement a dit non une troisième fois. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais la demande, c'est Junior. À lui, pour lui, allez-vous dire oui? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Monsieur le Président, j'ai déjà dit à la députée que je comprends son sentiment. La réalité, c'est qu'on est en plein milieu du plan d'action 2017-2022 qui a été établi par l'ancien gouvernement. Un plan d'action qui a investi 29 millions de dollars récurrents, mais qui malheureusement n'a seulement investi que 3 millions de dollars pour aider les adultes handicapés. Donc, c'est ce manque de financement sur lequel on est en train de travailler pour augmenter l'hébergement, pour augmenter les activités socio-professionnelles, pour augmenter les activités éducatives qui vont faire que les milliers de jeunes adultes handicapés vont trouver un endroit pour continuer leurs activités et alléger le sort des familles. Question principale, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, pendant la dernière campagne électorale fédérale, le premier ministre a formulé une liste de demandes aux partis politiques canadiens. Je vais les énumérer à nouveau. Une seule déclaration de revenus administrée par le Québec, l'assujettissement des entreprises de compétences fédérales à la loi 101, l'engagement de ne pas contester la loi sur la laïcité de l'État, les pleins pouvoirs en immigration, des évaluations environnementales 100% québécoises, l'encadrement du pouvoir fédéral de dépenser et l'augmentation de la contribution fédérale en matière de santé et de programmes sociaux. Je rappelle que Justin Trudeau, le premier ministre réélu le 21 octobre, a donné une fin de non-recevoir à l'ensemble des éléments de cette liste. Maintenant que la campagne électorale est terminée, que le gouvernement canadien est installé et que le nouveau Conseil des ministres est nommé, quelle est la suite pour les demandes du gouvernement du Québec? Madame la ministre de la Justice. Bien, merci, M. le Président. Surtout, merci à ma collègue, la députée de Marie-Victorin, de me permettre justement d'exprimer où on en est dans les positions. Et on partage quelque chose en commun, moi et elle, c'est notre amour du Québec, notre fierté d'être québécoise et notre désir de vouloir faire avancer le Québec, M. le Président. La chose qui nous différencie, c'est les moyens d'action. La définition du nationalisme de la CAQ et des Québécois d'aujourd'hui, la grande majorité, ne se traduit pas par le souverainisme, se traduit plutôt par des moyens d'action plus larges. Alors, je vais répondre à sa question précisément. Dès vendredi dernier, j'ai eu une conférence téléphonique avec ma collègue, Mme Freeland, qui est maintenant chargée des relations intergouvernementales. On a convenu d'une rencontre rapidement. Nos équipes, d'ailleurs, sont déjà en train de mettre les agendas en commun pour être capables de, justement, parler des priorités du Québec qu'elle vient d'énumérer. Mon collègue, le ministre Girard, est dans une série de tournées avec ses homologues des provinces en matière de finances. Il a écrit d'ailleurs une lettre dans le National Post. J'ai rencontré des gens à Ottawa la semaine dernière. J'ai parlé aux médias également, tant anglophones que francophones, pour expliquer la position du Canada. Du Québec, à l'intérieur du Canada. Nous sommes intervenus en matière d'environnement sur 2 fronts, à la Cour d'appel pour le renvoi sur la taxe du carbone, à la Cour d'appel pour le port de Québec. Donc, nous sommes en action sur tous les fronts, M. le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, justement, c'est pas moi qui crois au fédéralisme canadien. Je ne doute pas du tout que le gouvernement du Québec va poursuivre ses représentations.
Le problème, c'est que le premier ministre Justin Trudeau a déjà dit non. Est-ce que la ministre peut nous partager de façon très concrète quel est son plan pour chacune des demandes afin que Justin Trudeau change d'idée? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Alors, M. le Président, comme toute bonne négociation, je n'exposerai certainement pas mon plan de match sur la place publique. Ceci étant dit, dans le passé, le gouvernement fédéral a dit non à beaucoup de choses et on a obtenu certaines avancées, plusieurs avancées d'ailleurs, dans la première année de travail de la CAQ. Je vais naturellement mettre de l'avant celle qui me rend le plus fier, c'est celle de l'entente avec la Cour suprême pour la nomination du dernier juge, le juge Casirard. Le gouvernement fédéral avait dit non dans le passé. Nous avons obtenu une avancée. On a obtenu également des compensations de 250 millions sur les frais encourus pour l'accueil des demandeurs d'asile, beaucoup plus que ce que le gouvernement précédent avait demandé et même obtenu. Nous avons obtenu également 4 ententes en matière de formation de la main-d'œuvre pour une valeur de 5,4 milliards de dollars. Alors, le gouvernement du Québec est en action sur tous les fronts, M. le Président, de façon responsable et pragmatique. Deuxième complémentaire, Mme la députée Marie-Victorin. Monsieur le Président, la ministre ne veut visiblement pas s'avancer concrètement sur les demandes actuelles de son propre gouvernement. Je vais donc lui proposer un autre exemple. Avec la grogne dans l'Ouest depuis les élections, Justin Trudeau s'est montré plus ouvert que jamais aux oléoducs pour exporter le pétrole bitumineux de l'Alberta et de la Saskatchewan. Que fera le gouvernement du Québec si le gouvernement du Canada invoque la clause de l'intérêt national pour construire un tel oléoduc sur notre territoire, malgré le désaccord des Québécois? Madame la ministre responsable des Relations canadiennes. Monsieur le Président, la position du Québec est très ferme en matière du respect de ses compétences, surtout en matière du respect de ses compétences environnementales. Les autres provinces sont au courant. On est d'ailleurs en contact avec nos homologues. On n'est pas, nous, dans une attitude qui divise. On veut trouver ce qui nous rassemble et ce qui nous rassemble face au gouvernement fédéral qui a une tendance à la centralisation et cette tendance à la centralisation est dénoncée par toutes les provinces. Nous allons donc agir. S'il est clair pour le reste du Canada, notre position en matière d'oléoduc, elle est claire, elle est bien affirmée et nos discussions se poursuivent, Monsieur le Président. Question principale, Madame la députée de Verdun. Monsieur le Président, l'avenir des médias au Québec est incertain. Vous n'êtes pas sans savoir que Le Soleil, Le Quotidien, Le Droit, La Voix de l'Est, Le Nouvelliste et La Tribune sont en péril. Ceux-ci emploient 350 personnes aux 4 coins du Québec et offrent une information régionale de qualité. Il ne reste que 3 semaines pour conclure un financement, sans quoi ce sera la fin pour ces journaux. Après l'annonce du ministre de l'Économie la semaine dernière qui privilégie la reprise de ces journaux par des coopératives de travailleurs, on apprenait quelques heures plus tard que Desjardins se retirait du montage financier, mettant en péril le projet de sauvegarde. Hier, Desjardins annonçait qu'il allait réévaluer le dossier. Plus que jamais, l'incertitude persiste et une épée de Damoclès pèse toujours sur 6 médias québécois, 350 employés et leurs familles. Monsieur le Président, quel est le plan du gouvernement pour sauver ces 6 journaux? Est-ce que le gouvernement a l'intention de participer financièrement pour Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, c'est une question très importante, Monsieur le Président. Vous savez, moi, je demeure optimiste. Je suis une éternelle optimiste. Et nous disions d'ailleurs, et j'ai même répété ici en cette chambre même, que nous privilégions, le gouvernement privilégie le modèle coopératif pour un paquet de raisons, entre autres parce que ce sont les travailleurs. Et vous savez, ces travailleurs de l'information, je les connais et je sais ce qu'ils font. Et je sais que ce qu'ils font est extrêmement important. Nous avons besoin tous ici d'une information à la grandeur du Québec parce qu'il s'agit d'un des piliers de notre démocratie. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons privilégié le modèle coopératif pour plusieurs raisons. Naturellement, les employés, mais également le fait qu'il y a toute cette acceptabilité sociale, le fait que des villes, que des entreprises, que des syndicats se prennent en main et disent « nous voulons conserver de l'information ». Par ailleurs, à l'égard du financement, nous avons été très surpris de voir qu'un mouvement coopératif ne veuille pas investir pour aider un autre mouvement coopératif. Alors, nous étions surpris, mais nous sommes extrêmement heureux de constater que Desjardins revoit sa position et étudie actuellement à nouveau le projet de coopérative pour sauver le groupe Capital Média. Et en terminant. Nous sommes confiants. Première complémentaire, Madame la députée de Verdun. Tout un plan. Alors, d'autres médias vont se retrouver dans une situation précaire si le gouvernement ne s'attaque pas à la source du problème, c'est-à-dire l'iniquité fiscale. Google, Apple, Facebook payent pas de taxes, pas d'impôts au Québec et viennent siphonner 80% des revenus publicitaires dédiés à nos médias québécois. Tous les intervenants entendus en commission parlementaire au sujet de l'avenir des médias ont plaidé pour l'équité fiscale, et ce, maintenant.
Qu'attend le gouvernement pour agir? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, nous agissons, sauf que Madame ne le sait pas et ne sait pas tout ce que nous faisons. Alors, ça me fait plaisir de lui dire. Vous savez, d'ailleurs, dès le mois de juin dernier, au printemps dernier, j'ai participé à une conférence fédérale provinciale des ministres de la Culture et du patrimoine et ce fut fort intéressant puisque le Québec a fait changer l'agenda de cette conférence justement pour y inscrire cette problématique, cette inéquité dont sont victimes les entreprises médiatiques du Québec. Et ça, je le dénonce depuis mon arrivée en poste, Monsieur le Président. Et en changeant l'agenda de cette conférence fédérale provinciale, il y a eu des engagements concrets qui ont été pris par tous les partenaires fédéraux et qui a mené à la création, entre autres, d'une équipe de travail sous-ministérielle pour y voir, justement. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Verdun. Depuis des mois, j'explique comment on peut aller chercher 120 millions de dollars par année pour la culture et les communications, notamment en imposant les revenus des géants du Web, comme le fait la France, la Norvège. On ne peut pas continuellement attendre l'OCDE, attendre le gouvernement fédéral. Pendant qu'on attend, on met d'autres médias à risque. Je comprends que, comme dans d'autres dossiers, le gouvernement caquiste écoute pas les spécialistes, pas les groupes qui viennent en commission, probablement parce que le premier ministre pense que c'est des lobbyistes aussi. Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui. De toute évidence, la députée, elle, ne regarde pas ce qui se fait à l'international, puisqu'elle aime beaucoup donner l'exemple de la France. La réalité, c'est que dans un cas de taxation et d'imposition de ces entreprises qui sont des multinationales logées à l'étranger, et moi aussi, ça me choque, Madame, de voir qu'ils ne paient pas d'impôts ici. Mais la réalité fait en sorte, Monsieur le Président, que nous devons travailler de façon unie. De façon unie avec qui? Avec notre partenaire du fédéral. Mon collègue, le ministre des Finances, y travaille actuellement. De façon unie avec nos partenaires européens et l'OCDE. Nous y travaillons et il y aura une solution qui sera réaliste et pérenne parce qu'actuellement, ce que la députée ignore, c'est que l'Espagne s'est essayée toute seule, ça n'a pas fonctionné. La France s'est essayée toute seule. Malheureusement, Google vient de contourner les mesures que la France a mises sur pied. Question principale. Monsieur, s'il vous plaît, la parole n'appartient maintenant qu'au député de Laval-des-Rapides. Je demande votre attention à tous sur cette question. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur le dossier du projet de loi 34, le ministre de l'Énergie nous répète depuis des mois que les Québécois vont recevoir une somme de 500 millions de dollars à partir du 1er janvier 2020. Depuis 2 semaines déjà, je lui répète, mes collègues lui répètent la même question. Précisez-nous d'où viendront ces 500 millions de dollars. Il nous répète, ils viendront de réserves financières qu'Hydro-Québec dispose, à même les comptes d'écart. Parfait, on a fouillé, on a regardé. On a trouvé quelques comptes d'écart, mais en aucun cas, ça totalise la somme de 500 millions de dollars. Monsieur le Président, j'aimerais déposer ici une évaluation des comptes d'écart et des reports et autres actifs en date de décembre 2018, justement où le total des comptes d'écart auxquels il fait référence ne totalise que 90 millions de dollars. Alors, est-ce qu'il peut être un peu plus clair avec ses collègues élus qu'au-delà de la population sur le projet de loi 34, parce que depuis le début, il ne répond clairement à aucune réponse. Peut-il enlever ses œillères et, pour une fois, répondre clairement comment il va répondre aux 500 millions de dollars et rembourser... Consentement pour le dépôt des documents. Je vous demande en même temps d'être prudent sur les termes employés. Ça va très bien. On est en fin de période de questions. Nous sommes attentifs à la réponse. Consentement pour le dépôt de documents? Oui, consentement. Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. Juste rapidement, souligner le cadeau que j'ai reçu de mon collègue de Laval-des-Rapides, le foulard des Carabins que je vais porter fièrement, mais quand même quand il fera sombre à Québec. Maintenant, allons sur la question de mon collègue. Écoutez, c'est vrai qu'on a eu des bonnes discussions depuis plusieurs heures, encore 6 heures hier, pour bonifier l'article 2. Et on continue de travailler très fort en collaboration et j'apprécie grandement, chers collègues, et toute l'équipe de l'opposition. Naturellement, le compte d'écart, c'est une évaluation qui va être faite au 31 décembre 2019. On a précisé à mon collègue, lors de ses questions, qu'à chaque année, dans le rapport annuel Hydro-Québec, il est précisé les montants des comptes d'écart. Le chiffre qu'il a déposé, j'ai hâte de le voir, mais je pense que c'est l'écart du compte d'écart entre 2 années qu'il a déposé. Nous autres, on certifie qu'au 31 décembre 2019, selon les évaluations prévisionnelles, ça sera plus de 500 millions qui sera retourné aux contribuables à la clientèle d'Hydro-Québec. Alors, c'est le montant qui va être retourné, en plus du gel tarifaire de 2020, et après ça, une hausse à l'inflation. Et on continue à collaborer ensemble, justement, pour bonifier le projet de loi. Et je remercie sincèrement mon collègue de Laval-des-Rapides.
Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, vous pouvez constater que nos échanges restent respectueux. Ceci dit, j'aurais honte d'être à la place du ministre et de défendre ce projet de loi-là, parce que malheureusement, depuis le début, l'attitude du ministre, l'attitude de ce gouvernement, c'est d'ignorer toute forme d'opposition, toute forme de contestation, que ce soit sur une demande de préciser d'où viendra cet argent et où elle est cette information-là, que ce soit sur toute opinion contre, que ce soit des experts, des 1400 entreprises, des aînés, que ce soit des... C'est une principale. C'est une principale. Que ce soit sur la question du sondage répondu par les Québécois, que ce soit sur les différentes motions que nous avons présentées afin d'entendre un plus grand nombre d'experts. Monsieur le Président, à ce stade-ci, nous avons présenté de multiples amendements pour bonifier et le ministre s'objecte à toutes et chacun de ces amendements-là. Alors, Monsieur le Président, j'aurais honte de défendre ce projet de loi-là et, s'il vous plaît, précisez le plus d'informations possible à la population qui est en droit de savoir d'où viendra ce 500 millions de dollars, Monsieur le ministre. Désolé, je n'avais pas compris que vous avez une question principale. La réponse du ministre de l'Énergie et des Ressources. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, on est à une centaine d'heures de discussion déjà là, en commission. Et comme je vous dis, on a des bonnes discussions. Naturellement, on est à l'article 2. À l'article 21 du projet de loi, on parle spécifiquement du compte d'écart que mon collègue mentionne. Malgré ça, on convient avec lui de lui donner certaines informations et de lui dire l'information est publique. Mais à l'article 21, ça va nous faire grand plaisir d'en discuter. Alors, sur l'article 2, l'opposition veut parler de l'article 5, veut parler de l'article 8, veut parler de l'article 21. Mais l'article 2, c'est un article très simple. C'est la fixation du taux pour le tarif L. Ça fait plus de 60 heures qu'on en discute. Après avoir accepté des amendements de l'opposition, pour bonifier justement par un avis de la Régie qui viendra spécifiquement préciser le taux applicable. Alors, on continue de travailler fort. Je crois qu'on a encore quelques heures aujourd'hui ensemble et ça me fera toujours grand plaisir de collaborer avec mon collègue de Laval-des-Rapides pour faire avancer rondement le projet de loi sur lequel nous travaillons très fort. Sur ce dernier échange vigoureux, moi, j'ai constaté une bonne ambiance. Je vous remercie tous pour cette collaboration, pour cette période de questions. Merci à tous. Madame la Présidente.